C'est avec plaisir qu'à l'invitation de M. Studer, je me trouve parmi vous ce soir pour évoquer les séjours de quelques membres de la famille Bonaparte à travers notre pays, séjours qui souvent leur furent des temps d'exil imposés par les puissances victorieuses de Napoléon Ier. Avant de partir sur leurs traces, je vais vous rappeler quelques faits historiques qui nous permettront de mieux appréhender la suite de cette histoire. En 1802, après 6 années d'un mariage infructueux avec Joséphine, Napoléon Bonaparte, alors premier consul de la République française, décida de marier son frère cadet Louis à Hortense de Beauharnais, la fille d'un premier lit de son épouse, dans l'espoir que de cette union naisse un fils qu'il pourrait adopter. Bien sûr, ce mariage, arrangé sans le consentement des jeunes gens, fut un désastre, car Louis et Hortense étaient trop dissemblables pour s'entendre. Hortense était une femme débordante de vie, aimant recevoir et danser, alors que déjà diminué par la maladie, la syphilis qu'il avait contractée lors de la campagne d'Italie et plusieurs chutes de cheval qu'il avait lourdement handicapé, Louis ne pensait qu'à se plaindre et à récriminer contre tout. D'une jalousie maladive, il épiait son Hortense dans les moindres recoins de son existence, attitude qui finit par ne laisser plus aucun répit à la pauvre femme. Toutefois, comme il fallait faire bonne figure, Hortense donna naissance à 2 enfants. Le premier, Napoléon Charles, naquit en 1802, et le second, Napoléon Louis, en 1804. En 1806, obéissant aux ordres de son frère Napoléon Ier, Louis Bonaparte accéda au trône de Hollande et Hortense fut obligée de le suivre, comme elle disait, dans ce pays de brume et de froid. Dès lors, sa vie ne fut plus qu'un cauchemar. Louis était tous les jours plus acariâtre et les douleurs qui l'assaillaient le poussaient à suivre des médications de plus en plus farfelues, à l'exemple de prendre des bains de tripes et de revêtir des camisoles ayant appartenu à des scrofuleux. Et le pire pour Hortense, c'était qu'il exigeait sa présence lorsqu'il s'adonnait à de telles démonstrations. Au mois de mai 1807, le couple fut frappé par une terrible épreuve. Leur petit Napoléon Charles fut emporté en quelques jours par le croup, sorte de diphtérie. Cette épreuve les rapprocha et la naissance de Louis-Napoléon en 1808 semble être le fruit de cette réconciliation. Toutefois, cette entente ne dura pas, car parmi les courtisans de Louis, plusieurs ne portaient pas la reine dans leur cœur et n'avaient de cesse de cancaner sur sa vertu, tout propos qui, bien sûr, ne firent qu'attiser la jalousie de son époux. Il n'en fallut pas plus alors pour que Louis se mette à douter de sa paternité, et de ce moment, et pour de longues années, il ne considéra plus le petit Louis-Napoléon comme étant de son sang. La cohabitation entre les 2 époux devint bientôt si exécrable que, profitant d'un déplacement à Paris, la reine se mit sous la protection de l'empereur qui la lui accorda après avoir copieusement invectivé son frère qui ne se pliait plus à ses commandements, puisqu'il s'était permis, sans son accord, d'ouvrir les ports hollandais au commerce anglais, rompant ainsi le blocus continental. Enfin, en 1810, à bout de force, Louis abdiqua et se réfugia en Autriche.
En 1809, persuadé que Joséphine ne pourrait plus lui donner un héritier, Napoléon exigea le divorce et se remaria l'année suivante avec Marie-Louise d'Autriche. Cependant, et bien qu'un héritier vint le conforter dans sa décision, pour Napoléon, tout allait de mal en pis. L'Empire, devenu trop grand, craquait de tous côtés, et en peu d'années, tout l'édifice s'effondra. Le 6 avril 1814, Napoléon abdiquait une première fois et rejoignait l'île d'Elbe qui lui avait été concédée par ses vainqueurs. Mais en mars 1815, il y a tout juste 200 ans, bravant l'interdit des Alliés, il quittait son royaume d'opérette et s'en allait reconquérir son trône. Cependant, cette tentative ne dura que le temps d'un printemps, c'est-à-dire 100 jours. Après le désastre de Waterloo, pressé de toutes parts, l'empereur abdiqua une seconde fois. Mais pour ses ennemis, cela ne pouvait suffire, et de concert avec les autres puissances, il fut éloigné le plus loin possible du continent, à Sainte-Hélène, minuscule caillou perdu au fin fond de l'Atlantique Sud. Enfin, après 25 années de guerre, l'Europe pouvait dormir tranquille. Mais pour les Alliés et pour Louis XVIII, il y avait encore un problème à régler, c'était celui de tous les autres membres de la famille Bonaparte. Bien sûr, ils n'étaient pas tous dangereux, à l'exemple de Louis qui avait coupé toute relation avec son terrible frère dès l'année 1810. Il en allait aussi de Lucien qui depuis longtemps se tenait dans une agréable retraite. Restaient deux autres personnages qui, pour s'être ralliés à Napoléon lors des 100 jours, inquiétaient les Alliés. C'était le frère aîné Joseph et la reine Hortense. Mesdames et messieurs, le sujet que nous abordons ce soir étant très vaste, et pour ne pas faire un exposé trop long qui pourrait alors être indigeste à certains, nous allons nous intéresser essentiellement à Louis-Napoléon Bonaparte. Dans son essai intitulé « Considérations politiques et militaires sur la Suisse », publié en 1833, Louis-Napoléon Bonaparte écrit « Heureux le peuple qui, par son énergie, a su secouer le joug étranger. Heureux le peuple qui peut lui-même se donner des lois. Honneur à lui lorsque, se souvenant de son antique esclavage, il prend pitié des maux qu'il a soufferts jadis et tend une main secourable aux victimes des persécutions étrangères. » Eh bien oui, mesdames et messieurs, cette Suisse qu'il chantait en 1833, Louis-Napoléon commençait à la connaître, puisqu'il y vivait en exil avec sa mère, la reine Hortense, depuis près de 18 années. Il avait su reconnaître dans l'âme de ce peuple un sentiment de fierté qui était le juste reflet de son acharnement à rester indépendant, quoi qu'il lui en coûtât. Cette liberté, chèrement acquise, ne provenait-elle pas d'un passé très lointain, quelques années avant l'ère chrétienne, dans un temps où les Helvètes s'étaient vus forcés par César, après la bataille perdue de Bibracte, de s'en retourner dans leur sauvage contrée, celle-là même qu'ils avaient quittée après avoir tout détruit et incendié, pour ne pas être tentés d'y revenir. En 1866, pour échapper quelque peu aux responsabilités qu'il accaparait, Louis-Napoléon, étant alors empereur des Français, s'occupait à écrire la vie de César, un de ses héros de jeunesse. Écoutons-le parler de nos ancêtres. Les Helvètes, fiers de leurs anciens exploits, confiants dans leur force, gênés par l'excès de population, se sentaient humiliés de vivre dans un pays dont la nature avait resserré les bornes et méditaient depuis plusieurs années de le quitter pour se rendre dans le midi de la Gaule. Après un combat long et acharné,
les Helvètes, réduits à l'extrémité, envoyèrent vers César des députés pour traiter. César agréa leur soumission, mais il obligea les Helvètes de retourner vers les lieux qu'ils avaient abandonnés et de rétablir les villes et les bourgs incendiés. Fin de citation. Forcés à l'obéissance, ces Helvètes avaient fait front et patiemment, ils avaient réussi à transformer une terre ingrate et montagneuse en un pays capable de les nourrir et de les abriter durablement. C'était très certainement dans cette expérience douloureuse que les Suisses avaient puisé la force nécessaire pour maintenir leur particularité et qu'ils avaient acquis cette noblesse de l'âme, ce sens de l'hospitalité envers tous ceux auxquels la vie réservait un sort cruel. Quelques 30 années avant d'écrire cette remarquable biographie consacrée à César, Louis-Napoléon avait déjà ressenti au plus profond de lui-même ce que la condition de réfugié, d'expatrié, de quêteur d'une patrie peut signifier ou peut engendrer comme nostalgie dans un cœur d'adolescent romantique. Cette intelligence presque instinctive du vécu suisse nous permet de mieux comprendre le sentiment de profond respect que Louis-Napoléon, sa mère Hortense et bien d'autres Bonaparte gardèrent tout au long de leur vie pour les Suisses. En 1815, à la chute définitive du Premier Empire et après 11 années d'une relative tranquillité, alors que tout le reste de l'Europe avait été à feu et à sang, les prétentions de l'aristocratie refirent surface dans de nombreux cantons. Et d'entente avec les nations réunies au Congrès de Vienne, plusieurs parmi les élites de la Confédération firent corps avec ce mouvement réactionnaire qui visait à anéantir tout esprit révolutionnaire. Cependant, et il faut le dire, en Suisse, tous ne s'étaient pas convertis à cette réaction aristocratique. Et pour les Bonaparte qui tentaient d'y trouver un refuge, il y avait ici ou là des hommes qui n'avaient pas oublié les interventions positives de Napoléon Bonaparte dans les affaires de leur pays. De ce Bonaparte qui n'était pas encore devenu Napoléon Ier, celui qui n'était alors vers 1802-1803 que le premier consul de la République française, celui que certains historiens considèrent aujourd'hui comme le refondateur de la Suisse menacée d'imploser du fait de ses dissensions intérieures. Cette ingérence directe et personnelle du premier consul dans les affaires de la Confédération avait abouti le 19 février 1803 à la signature de l'acte de médiation, acte qui avait mis fin à l'inacceptable régime de la République helvétique et qui avait permis de recréer une confédération composée de 19 cantons souverains. Ainsi, après la débâcle de l'Empire et misant sur l'hospitalité de quelques personnes bienveillantes, le 25 juillet 1815, la reine Hortense arriva à Genève. Malheureusement pour elle, l'annexion de la République genevoise par le gouvernement du Directoire au mois d'avril 1798 avait été ressentie par les habitants comme un viol, et ce d'autant plus qu'ils n'avaient pas oublié ce que leur avait dit le général Bonaparte le 21 novembre 1797, alors qu'il passait à Genève pour se rendre à Rastatt. Et je cite Bonaparte: « La République française protégera toujours la petite République de Genève, pourvu que celle-ci conserve pour la grande nation le respect et la considération qui lui sont dus. Il ne faut pas croire que la République française cherche jamais à s'agrandir de vos murs.
Au contraire, elle veut s'environner de petites républiques et il serait à souhaiter qu'elle fût entourée d'une cinquantaine de républiques genevoises. 5 mois plus tard, ne tenant pas compte du discours de Bonaparte, qui de toute façon avait d'autres préoccupations, puisqu'il préparait l'expédition d'Égypte, Genève avait été purement et simplement annexée par le Directoire français, qui en avait fait le chef-lieu du département du Léman. Or, en 1815, la plaie ne s'était toujours pas refermée, et le gouvernement genevois refusa d'accueillir la reine Hortense, qui dut alors se réfugier à Aix-les-Bains. Mais, là encore, elle ne put rester, car la Savoie, qui avait été envahie par les armées révolutionnaires en 1792, devait être incessamment rendue au roi de Piémont-Sardaigne. Ne sachant où aller, Hortense demanda de l'aide aux rares personnes qui lui avaient gardé de l'amitié, en espérant qu'elles interviennent afin de lui faire obtenir un lieu d'exil. Enfin, après plusieurs semaines d'incertitude, elle reçut l'autorisation de se rendre à Constance, dans le Grand-Duché de Bade. Le 28 novembre 1815, dès Potron-Minet, elle quitta Aix-les-Bains avec l'intention de faire étape dans son petit château de Progny-la-Tour, qu'elle avait hérité de sa mère, l'impératrice Joséphine. Mais à cette date, Progny était encore en territoire français, territoire qui, je vous le rappelle, lui était formellement interdit. Aussi, au beau milieu de la nuit, un détachement de gendarmes fit irruption et fouilla sa maison de fond en comble. Le sous-préfet de Gex avait en effet reçu des ordres très précis. D'une part, dénicher des papiers compromettants, et d'autre part, tenter de démasquer Joseph Bonaparte, l'ex-roi d'Espagne, qui était, lui avait-on dit, caché parmi la domesticité, déguisé en femme de ménage. Enfin, après la fouille s'étant avérée sans objet, Hortense fut mise en demeure de quitter au plus vite le territoire français. Elle eut beau prétexter du temps exécrable qu'il faisait sur toute la région, rien n'y fit. Le 30 novembre 1815, Hortense, son fils Louis-Napoléon et sa suite quittèrent Progny en direction du nord, vers l'Allemagne, précisément vers le Grand-Duché de Bade, là où, grâce à sa cousine Stéphanie de Beauharnais et à son frère Eugène, elle avait obtenu le droit de s'installer en attendant que les puissances alliées décidassent de son sort. 7 jours plus tard, après de nombreuses péripéties, elle arriva à Constance. Après quelques jours passés dans une auberge miteuse, Hortense trouva à louer une maison plus confortable, ce qui lui permit de se mettre à l'abri d'un hiver qui fut particulièrement rigoureux. Cependant, quand vint le printemps, sa situation était toujours aussi précaire, car les hautes puissances n'avaient pris aucune décision quant à son avenir. Cette incertitude, les soucis d'argent qui l'accablaient, les offenses qu'elle avait subies de la part des autorités, la surveillance tatillonne dont elle faisait l'objet, avaient fini par miner sa santé. Aussi, sur les instances de son médecin, au mois de juillet 1816, elle partit faire une cure à Geiss, dans le pays d'Appenzell. Là, elle trouva une nature préservée et une population aux mœurs simples, juste ce dont elle avait besoin pour rétablir sa santé. Ces paysages souriants incitaient à la rêverie. Ils représentaient ce que la reine avait lu dans sa jeunesse, tout ce que les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau avaient véhiculé, un retour à une vie douce et naturelle. Ce fut dans ce cadre à Grest qu'elle rencontra le président du canton d'Appenzell, le landamman Jacob Zellweger, qui en tomba éperdument amoureux.
bien que charmée, Hortense dut lui faire comprendre gentiment qu'il n'y avait pas d'avenir entre eux pour de tels sentiments. Loin de s'en offusquer, le Londaman devint alors un hôte prévenant et attentif au moindre désir de celle qui était devenue sa chère Hortense. Après sa cure à Geiss, elle fit le pèlerinage d'Einsiedeln, où elle fut reçue avec tous les honneurs dus à son rang. Vers la fin de l'automne, tranquillisée sur sa santé, épanouie et réconciliée avec elle-même, Hortense s'en revint à Constance, où une tâche importante l'attendait, donner à son second fils Louis-Napoléon une bonne éducation. En effet, jusqu'à ce moment, c'était l'abbé Bertrand qui en avait été chargé, mais au vu du peu de connaissances du jeune prince, il était évident que l'abbé n'y suffisait plus. La reine se mit donc à la recherche d'un bon précepteur qu'elle trouva en la personne de Philippe le Bas, le fils d'un conventionnel qui s'était suicidé en 1794 à l'annonce de l'arrestation de son ami Robespierre. Imprégné des idées de la Révolution, le Bas inculqua à son élève les principes qui plus tard guideront toute son action et en particulier son action sociale. Et il lui imposa un tel rythme de travail que le jeune homme fit de rapides progrès et bientôt l'on put distinguer vers quelle matière sa curiosité l'entraînait: l'Antiquité, la littérature, l'histoire et les sciences en général. Cependant, et dans le même temps, pour Hortense, les choses n'allaient pas mieux et elle passa l'hiver 1816-1817 dans une angoissante incertitude, car l'ambassadeur de France auprès du grand-duché de Bade, le comte de Montlezun, et Auguste de Talleyrand, cousin du fameux, l'ambassadeur français auprès de la Confédération suisse, ne cessait de demander aux Alliés son expulsion. Heureusement, comme nous l'avons déjà vu, Hortense avait encore quelques personnes qui lui voulaient du bien, et c'était le cas du roi de Bavière, Maximilien Joseph, qui lui permit d'acquérir en 1817 la maison Waldeck à Augsbourg. Il en alla de même dans le canton de Thurgovie, où, après moult débats, le gouvernement ne s'opposa pas à son désir d'acheter le château d'Arenenberg pour la modique somme de 40 000 livres. Bien sûr, pour payer ces diverses acquisitions, sa situation matérielle étant toujours précaire, la reine dut vendre son château de Progny-la-Tour. Et l'on peut dire qu'à partir de ce moment, la vie lui devint plus souriante. Bien que fort délabré, le domaine d'Arenenberg jouissait d'une vue imprenable sur le lac de Constance. Réaménagé dans le goût de l'époque, ce coquet manoir devint alors le lieu de rencontre de tous les nostalgiques de l'Empire, qui, à nouveau, commençaient à être nombreux. En effet, beaucoup parmi ceux qui avaient souhaité la fin du régime impérial en étaient revenus de cette royauté imposée par les alliés vainqueurs de Napoléon. Affligés par une nostalgie de la grandeur perdue, chantée par tous les poètes du romantisme, bien des Français, mais aussi des Européens, commençaient à regretter le temps de l'Empire et espéraient un changement de régime. Ce fut ainsi qu'en juillet 1830, la révolution dite des Trois Glorieuses força Charles X à s'enfuir. Mais il n'y avait pas qu'en France que les esprits s'échauffaient. En Suisse, un mouvement dit de régénération poussait le peuple à vouloir plus de liberté, et bientôt dans plusieurs cantons, des assemblées populaires exigeaient la mise en place de régimes démocratiques. Ainsi, dans la République de Berne, tenue d'une main ferme par les aristocrates qui s'étaient, dès l'annonce de la chute de Napoléon, réapproprié
la plupart des postes de responsabilité, le gouvernement dut se démettre. En Italie aussi, la fermentation des esprits était à son comble. Les nationalistes qui se rangeaient derrière la bannière de Charles Félix, roi de Piémont-Sardaigne, exigeaient le départ des Autrichiens qui occupaient une grande partie du nord de la péninsule, ainsi que le rattachement des États pontificaux à ce qu'ils voyaient déjà comme la Grande Italie. Ces mouvements révolutionnaires, tels celui des Carbonari, attiraient toute une jeunesse avide d'aventure. Or, au moment où ces troubles agitaient l'Italie, Hortense et son fils se trouvaient à Rome pour visiter la famille Bonaparte. Aussi, quand Louis-Napoléon rencontra son frère aîné Napoléon-Louis, qui vivait auprès de son père Louis à Florence, ce fut avec un enthousiasme juvénile que les deux jeunes gens se mirent à vibrer à l'écho des événements qui secouaient l'âme de la jeunesse italienne. N'y tenant plus, dans le plus grand secret, ils rejoignirent les insurgés. Inutile, mesdames et messieurs, de vous décrire la réaction des Bonaparte lorsqu'ils apprirent la présence des deux jeunes écervelés parmi les révolutionnaires antipapistes. Eux qui avaient trouvé dans les États du Saint-Père un séjour paisible. Il y avait là Laetitia, dite Madame Mère, son demi-frère, le cardinal Fesch, Louis, le mari d'Hortense, et deux autres frères de Napoléon, Lucien et Jérôme, sans parler de Pauline et d'Élisa, les sœurs. Comment allait-il expliquer à Grégoire XVI, qui venait tout juste de monter sur le trône de Saint-Pierre, cet acte inqualifiable, eux qui aspiraient à finir leur jour dans une douce oisiveté? Ils en étaient là de leur réflexion, horrifiés à l'idée d'être chassés des États de l'Église, quand au mois de mars 1831, ils apprirent la mort de Napoléon Louis, l'aîné des deux frères, qui, peu habitué à vivre dans la promiscuité d'un camp militaire, avait contracté la rougeole. Informée par des proches, la reine Hortense remua ciel et terre pour retrouver son cher Louis-Napoléon. Enfin, au mois d'avril, elle apprit qu'il se cachait à Pesaro. Aussitôt, elle le rejoignit et dans le plus grand secret, ils quittèrent l'Italie car les autorités autrichiennes et romaines voulaient à tout prix s'emparer du jeune exalté. Et faisant fi de l'interdiction qui leur était faite de séjourner sur le territoire français, ils traversèrent la France, s'arrêtèrent quelques jours à Paris, puis se rendirent en Angleterre où ils passèrent l'été. Enfin, ils s'en revinrent à Arenenberg, qui était vraiment devenu pour eux le seul endroit où ils se sentaient en sécurité, un havre de paix. La mort de son frère aîné, et surtout les témoignages de sympathie qu'il reçut alors qu'il traversait la France, marquèrent profondément Louis-Napoléon, et c'est avec la tête remplie de projets qu'il se retrouva en Turgovie, où le train-train quotidien reprit ses droits. Il vivait là, auprès de sa mère, comme un jeune prince désœuvré, passant ses journées à parcourir les campagnes environnantes, à déniaiser les jeunes filles du cru, à s'exhiber dans les sports qu'il pratiquait à merveille, l'équitation, la natation et la chasse. Mais bientôt, toutes ces activités ne lui suffirent plus. Il se sentait inutile et comme perdu, si éloigné de la patrie qu'il chérissait au plus profond de son cœur. En 1832, à l'annonce de la mort du roi de Rome, le fils de Napoléon Ier, c'est sur sa personne que se portèrent tous les espoirs des nostalgiques du régime impérial et d'un hypothétique retour au pouvoir. D'ailleurs, sa mère ne cessait de l'entretenir dans cette espérance, celle d'être prêt à répondre aux vœux du peuple de France. Je cite la reine. « À tout événement, soyez prêts, jusqu'à ce que vous puissiez vous-même préparer les événements. Je vous l'ai dit, surveillez toujours l'horizon, soyez un peu partout, toujours prudent, toujours libre,
et ne vous montrez ouvertement qu'à l'heure opportune. Oui, mesdames et messieurs, Louis-Napoléon commençait à souffrir de son éloignement. Il traînait une sorte de mélancolie qui, alliée à sa pâleur naturelle, lui allait très bien si l'on en croit tous ceux qui le côtoyèrent alors. Chateaubriand n'avait-il pas été impressionné par ce jeune homme grave, sérieux, studieux et surtout plein de prévenance pour son illustre visiteur? Cependant, tout en cachant ses états d'âme, le prince vivait en bonne harmonie avec les gens du pays, en participant aux exercices des pompiers, en prenant son tour de garde comme auxiliaire de police municipale, mais aussi en ouvrant sa bourse lorsque des manifestations villageoises requéraient son aide, ou tout simplement pour venir au secours de la misère locale. De plus, dès 1827, pensant ne plus pouvoir revenir en France du fait de la loi qui bannissait les Bonapartes, il avait demandé à être admis à l'école militaire de Thun, dans le canton de Berne, section artillerie, la même arme que celle de son oncle Napoléon. Il y fut reçu et, débordant d'enthousiasme, il remercia en ces termes son futur commandant, le colonel Dufour. « C'est avec plaisir et empressement que je me soumettrai en tout à la discipline et aux règles établies, car mon seul but est de m'instruire, mon seul désir de me distinguer par ma conduite. » Heureusement pour nous, le colonel Dufour n'avait de cesse d'écrire à son épouse, et cela nous permet de connaître ses impressions sur le jeune prince. Il n'a pas vécu assez longtemps dans les grandeurs pour ne pas savoir se plier à notre manière de vivre. Il s'y est mis en entier. Il est logé très modestement, n'a avec lui qu'un vieux soldat pour domestique et se montre très désireux de travailler et d'apprendre. Il règne sur sa figure un air de mélancolie qui intéresse en sa faveur. J'ai fait ample connaissance avec le jeune Bonaparte et j'en suis très content. Il vit en bon camarade avec nos jeunes Suisses et prend part à tous les travaux. D'ailleurs, il est soumis aux appels et à la discipline de l'école. Aujourd'hui, il fait son tour de corvée et s'en acquitte gaiement. Il se fait aimer de tous ses camarades. Et toujours grâce à ce courrier, nous savons que Dufour se lia de plus en plus au prince, devenant au fil du temps son mentor en l'incitant constamment à la patience. « Prince, un avantage de votre position, c'est que, quoi qu'il arrive, les événements ne peuvent que vous être profitables. La roue ne peut que remonter. » Cette réflexion nous laisse penser que le commandant Dufour était encore profondément attaché à la personne de l'empereur Napoléon, et ce d'autant plus quand on a sous les yeux cet autre propos. L'on dit qu'il va partir de Paris une commission de 25 jeunes gens pour aller chercher les cendres du grand Napoléon et les placer sous la colonne Vendôme. Quelle cérémonie que cette éclatante réhabilitation! Ah, que je voudrais en être le témoin. Le 15 août, jour de la fête de l'illustre défunt, nous avons, M. de Gueldeline et moi, en petit tête-à-tête, bu un verre de Bordeaux à sa mémoire. Depuis que ce grand homme n'est plus, on découvre tous les jours combien il avait encore d'amis. Fin de citation. Enfin, à l'issue de son école d'officier, Louis-Napoléon obtint le grade de capitaine et fut mis à la disposition de l'armée fédérale. Voici la lettre que le nouveau promu écrivit aux autorités. « Monsieur le Président, je reçois à l'instant le brevet qui m'apprend que le conseil exécutif de la ville de Berne m'a nommé capitaine d'artillerie. Je m'empresse de vous en exprimer mes remerciements. Le gouvernement de la France me repousse parce que je suis le neveu d'un grand homme. Vous êtes plus juste à mon égard. Je suis fier
de compter parmi les défenseurs d'un État où la souveraineté du peuple est reconnue comme base de la Constitution et où chaque citoyen est prêt à se sacrifier pour la liberté et l'indépendance de son pays. De 1833 à 1834, il se fit remarquer en publiant plusieurs ouvrages. Dans le premier, intitulé « Manuel d'artillerie à l'usage des officiers de la République helvétique », il rendait un vibrant hommage à la Suisse. Mon but a été de prouver ainsi mon attachement au pays qui, dans mon exil, a bien voulu m'honorer du droit de bourgeoisie. Le sort m'a refusé jusqu'à présent le bonheur de servir ma patrie, mais il me reste du moins la consolation d'être citoyen d'un pays qui a su conquérir son indépendance et conserver sa liberté. Et dans le second, intitulé « Considérations politiques et militaires sur la Suisse », il développait ses idées politiques tout en louant les habitants de l'Helvétie. « Je me borne à féliciter un peuple qui se gouverne lui-même, qui tend journellement à se rendre plus digne de la liberté et de ce grand nom de République dont nous n'avons eu jusqu'ici que de si imparfaits modèles. » Après son école militaire, il s'en revint à Arenenberg, où le gouvernement turgovien lui offrit la citoyenneté d'honneur, citoyenneté qu'il s'empressa d'accepter avec reconnaissance. « Monsieur le Président, c'est avec un grand plaisir que j'ai reçu le droit de bourgeoisie que le canton a bien voulu m'offrir. Je suis heureux que de nouveaux liens m'attachent à un pays qui, depuis 16 ans, nous a donné une hospitalité si bienveillante. Ma position d'exilé de ma patrie me rend plus sensible à cette marque d'intérêt de votre part. Croyez que dans toutes les circonstances de ma vie, comme Français et comme Bonaparte, je serai fier d'être citoyen d'un État libre. » Cependant, cette citoyenneté offerte avec noblesse ne pouvait détourner les pensées du jeune prince quant à son avenir et aux obligations que son nom lui imposait. Baigné depuis sa plus tendre enfance dans le culte du grand empereur, aujourd'hui son seul héritier, constamment entretenu par sa mère dans ses devoirs, Louis-Napoléon ne cessait de retourner dans son esprit de quelle manière il allait pouvoir, croyait-il, répondre au désir pressant du peuple de France de le voir tel qu'au retour triomphal de l'aigle s'offrir à la nation. Ce fut cette impatience trop ardente qui lui fit commettre 2 graves erreurs qu'il allait payer chèrement. Après l'échec du putsch de Strasbourg en octobre 1836, sur l'ordre de Louis-Philippe, il fut exilé aux États-Unis d'Amérique. À peine y était-il arrivé, au printemps 1837, qu'il apprit par un courrier que sa mère était très gravement malade. N'écoutant alors que son cœur, il embarqua sur un navire et parvint 1 mois plus tard en Angleterre. De là, en déjouant les sbires de Louis-Philippe qui étaient à ses trousses, il traversa la Belgique, l'Allemagne du Sud et rejoignit dans le courant de l'été Arenenberg. Son retour fut comme un rayon de soleil pour Hortense et durant quelques jours, elle sembla reprendre vie. Mais le cancer qui la rongeait finit par l'emporter et elle s'éteignit dans les bras de son fils au matin du 5 octobre 1837. Faisant fi du deuil qui le frappait si cruellement, et ne pouvant accepter que le prince résidât sur le sol suisse, et surtout si près de la frontière, le gouvernement français exigea des autorités helvétiques son expulsion immédiate. Inutile de vous décrire, mesdames et messieurs, la consternation des Suisses. De quel droit le gouvernement français s'immisçait-il dans les affaires intérieures de la Confédération? Pour la Diète, cela était inacceptable, et elle dédaigna de répondre à l'ultimatum du gouvernement français, bien que celui-ci eût déjà déployé 20 000 soldats à la frontière du canton de Genève, qui fut rapidement mise en état de défense par le colonel Dufour et par le général Guiguerre de Frangin. Aussitôt informé de la situation explosive
que sa présence occasionnelle pour le pays qu'il avait accueilli, Louis-Napoléon quitta le territoire suisse et se réfugia en Angleterre. Mais avant de partir, vers la fin du mois de septembre 1838, il adressa un courrier au gouvernement turgovien. « Monsieur le Landamman, la Suisse a montré depuis un mois par ses protestations énergiques et maintenant par les décisions des grands conseils qui se sont assemblés qu'elle était prête à faire les plus grands sacrifices pour sa dignité et son droit. Le gouvernement français, ayant déclaré que le refus de la diète d'obtempérer à sa demande serait le signal d'une conflagration dont la Suisse pourrait être victime, il ne me reste plus qu'à m'éloigner. En quittant aujourd'hui volontairement le seul pays où j'avais trouvé en Europe appui et protection, en m'éloignant des lieux qui m'étaient devenus si chers à tant de titres, j'espère prouver au peuple suisse que j'étais digne des marques d'estime et d'affection qu'il m'a prodiguées. Je n'oublierai jamais la noble conduite des cantons qui se sont prononcés si courageusement en ma faveur, et le souvenir de la généreuse protection que m'a accordée le canton de Turgovie restera profondément gravé dans mon cœur. Soyez, monsieur le Landamman, l'interprète de mes sentiments de reconnaissance envers les conseils, et croyez que la pensée d'éviter des troubles à la Suisse peut seule adoucir les regrets que j'éprouve à la quitter. De même, Louis-Napoléon ne pouvait prendre le chemin d'un nouvel exil sans remercier le colonel Dufour, qui s'empressa de le faire savoir dans un courrier. En voici un extrait. « Le prince m'a écrit 1 heure avant de monter en voiture pour me donner sa nouvelle adresse et me remercier de tout ce que j'ai fait pour lui. La circonstance de ce départ, noble sacrifice fait à la tranquillité du pays, lui donnait quelque chose de solennel qu'il n'aurait pas eu sans cela. Comment serait-il possible de n'être pas attaché à un tel homme ?» Après sa seconde et folle tentative d'insurrection de Boulogne le 6 août 1840, le prince fut condamné à la prison à vie et enfermé dans la forteresse de Ham, située dans le département de la Somme. Après 6 années d'incarcération et n'espérant pas obtenir une libération anticipée, il s'en échappa d'une façon rocambolesque, déguisé en maçon, d'où ce petit nom de badinguet dont il fut affublé et qui était peut-être le nom de l'ouvrier auquel il avait emprunté le vêtement, ou mieux, la salopette. Passant par la Belgique, il se réfugia à nouveau en Angleterre, où il prit son mal en patience, comme le lui avait suggéré le colonel Dufour. En 1848, la Révolution, chassant Louis-Philippe, lui permit, avec l'aide de son cousin Napoléon Joseph Charles d'Iplon-Plon, d'être élu député, puis, contre toute attente et pour la première fois dans l'histoire de France, élu au suffrage universel président de la Deuxième République. C'est dans cet instant solennel qu'un certain Adolphe Thiers, futur président de la Troisième République, s'exclama « Oh, j'ai beaucoup étudié le prince, de près et de loin. Je pense que c'est un homme absolument nul. » De fait, la suite de l'histoire va nous montrer à quel point M. Thiers se trompait. En décembre 1851, après 3 années de présidence, au cours de laquelle toutes ces propositions de réforme avaient été rejetées par les députés de la Chambre, et conscient qu'il ne pourrait pas se représenter une seconde fois à l'élection présidentielle, Louis-Napoléon employa la manière forte pour se défaire du régime parlementaire. Et le 2 décembre 1852, plébiscité par le peuple français, il fut élevé à la dignité impériale sous le nom de Napoléon III. Durant son règne, il n'oublia pas ses amis suisses qu'on le retrouva en grand nombre dans son entourage immédiat.
Parmi ceux-ci, toujours au premier rang, se trouvait Guillaume-Henri Dufour, qui fut souvent invité au château de Saint-Cloud, une des résidences de la famille impériale. Par ce geste, Napoléon III lui témoignait son affection. Toujours intarissable, Dufour, devenu entre-temps général de l'armée fédérale, n'avait de cesse de narrer à son épouse tout ce qu'il vivait dans cette cour haute en couleurs. Je cite, « Nous nous trouvons bien dans notre hôtel, le château de Saint-Cloud, où rien ne nous manque. L'empereur est toujours très affectueux et l'impératrice très aimable avec moi. Je crois que cet homme n'a pas son pareil. Tous ceux qui l'approchent ne tarissent pas d'éloges sur son compte. » En forme d'épilogue. Mais, pour cet homme qui avait cru tout au long de son existence que son destin serait hors norme, la fatalité ne pouvait se satisfaire de ce qu'il avait déjà vécu. Après plus de 30 années d'exil et de proscription, et un règne de 18 ans, durant lequel il avait profondément transformé son pays, le portant ainsi au plus haut niveau de développement dans tous les domaines, agriculture, industrie, chemin de fer, architecture et tant d'autres encore, le sort des armes l'obligea à déposer son épée aux pieds de l'ennemi prussien pour éviter à son armée d'être précipitée dans un bain de sang. Ce que ne feront pas ceux qui lui succéderont dans l'année qui va suivre. Forcé à l'exil, et pour éviter des risques diplomatiques à la Suisse, il se réfugia en Angleterre où la reine Victoria l'accueillit avec une grande générosité et beaucoup d'égards. Il s'éteignit à Chislehurst en 1873 dans de terribles souffrances aggravées par de vaines opérations chirurgicales. Lorsque le général Dufour apprit la mort de l'empereur, il s'insurgea contre les individus qui, vers la fin de son règne, et jouant de sa maladie, avaient profité de sa faiblesse. De même, il était indigné par l'attitude haineuse que ses ennemis avaient eue envers sa personne et envers sa famille. Attitude qui d'ailleurs avait continué à se déverser sur lui bien après son retrait du pouvoir. Écoutez, mesdames et messieurs, quelques-uns de ces pamphlets. Le premier est dû à la plume du citoyen Vindex, pseudonyme du journaliste Charles Buet. L'exécrable personnage a creusé une trace profonde dans notre époque. En disparaissant de la scène publique, il laisse une longue traînée de boue sanglante. La France, hélas, ne se purifiera pas en un jour de la bave venimeuse que l'atroce scélérat dégorgea sur elle durant son funeste règne. Il serait nécessaire d'écrire des volumes pour raconter en détail les intrigues honteuses du tyran qui nous broya 18 ans sous sa botte. Ces vices monstrueux, ces crimes innombrables sont de telle nature que la plume rebelle veut être contrainte pour les buriner sur le bronze de l'histoire. Quant à Hortense, sa mère, il la taxait de prostituée royale. Et Victor Hugo ne porte-t-il pas aussi une grande responsabilité? Écoutez ces vers, extraits des Châtiments. Non, coquin, le charnier des rois t'est interdit. Non, tu n'entreras point dans l'histoire, bandit, haillon humain, hibou déplumé, bête morte, tu resteras dehors et cloué sur la porte. Et pour en finir avec ses propos abjects, extrait d'un libelle intitulé Le Sieur Louis Bonaparte, sa vie et ses crimes, toujours du citoyen Vindex. Écoutez comment il parlait de l'impératrice Eugénie. Femme légère, orgueilleuse, impudente,
Elle n'hésita point à entrer dans le lit d'un scélérat pour avoir la joie de parader sur les tréteaux garnis d'or et de soie de l'Empire. Il fallait une comparse aux paillasses couronnées, elle se présenta. Avec lui, elle but voluptueusement, sciemment, la sueur et le sang du peuple. Qu'elle soit donc maudite à son tour, que le fer rouge de l'indignation publique la marque au front d'une flétrissure indélébile. Après le monstre, sa femelle, et justice sera faite. Courbant le dos, l'homme, usé par la main-dille, laissait dire et laissait faire, ne mettant sa confiance que dans le jugement de l'histoire. Je crois, comme vous m'avez dit, monsieur, que ce temps, celui de sa réhabilitation, est maintenant venu. Aujourd'hui, plus de 140 ans après sa mort, son exil continue. Il repose à Farnborough, aux côtés de son fils le prince impérial et de son épouse l'impératrice Eugénie. Écoutons-le une ultime fois nous parler de ce qu'il ressentait face à ces interminables exils qui furent, nous dit-il, comme une mort de consomption lente et hideuse qui vous mine sourdement et vous conduit sans bruit et sans effort à un tombeau désert. De tous ces Bonapartes qui foulèrent le sol helvétique, beaucoup choisirent de s'y installer à demeure. Tranquillité, sécurité et hospitalité étaient les maîtres mots d'un tel choix. D'ailleurs, ils ne furent pas les seuls parmi les familles royales ou impériales à s'y établir, la Suisse leur apparaissant en Europe comme la seule terre susceptible de leur offrir ce à quoi ils aspiraient. Ajoutez à cela la beauté des paysages et une position centrale sur le vieux continent, quoi de mieux pour vivre discrètement en attendant peut-être des jours meilleurs, tout en étant à l'abri d'une intervention étrangère, bien sûr. Les Bonapartes ne firent pas exception à cette vague de réfugiés. Ils surent jouir de cette tranquillité et de cette protection. Et plusieurs parmi eux exprimèrent leur gratitude à ce vaillant peuple suisse. Pour clore cette présentation, je voudrais, mesdames et messieurs, vous citer ce que la reine Hortense pensait de la Suisse alors qu'elle y venait pour la première fois, c'était vers 1810. La Suisse était un pays que je désirais connaître. Mon imagination me la représentait comme un lieu de repos et de bonheur. Et le 5 octobre 1837, quelques instants avant de quitter ce monde, dans un murmure, elle dit encore cet ultime mot à l'oreille de son fils: « Louis, n'oubliez pas les Suisses, ils ont été bons pour nous. » Merci. Aux questions, je crois qu'on peut voir la capacité de conteur de notre conférencier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, écrire l'histoire c'est une chose, la raconter c'est aussi tellement beau. On a parlé d'Arenenberg, juste pour vous dire que on a une commission historique au sein des salons du Général Dufour avec 27 historiens et spécialistes, dont la conservatrice du musée Napoléon d'Arenenberg. Donc si vous allez à Arenenberg, n'hésitez pas à dire que vous connaissez les salons Dufour et vous demandez après Christina Egli, et je suis sûr qu'elle vous fera une visite tout à fait particulière. C'était d'ailleurs elle qui nous a fait visiter Constance au mois de septembre l'année passée, à un moment où Stéphane Bern est venu faire un grand film avec France 3 sur la reine Hortense que je vous recommande de visionner.